Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Dans cette édition, vous suivrez le point de la deuxième journée de l'opération Espadon initiée par la Marine nationale depuis mercredi dernier. Remise officielle des listes électorales au maire de la commune de Commet par le président du COSLEPI. C'était mercredi dernier. Et puis, Washington commence à dévoiler ses stratégies au Moyen-Orient un peu plus d'une semaine après l'investiture de Joe Biden. Bienvenue à toutes et à tous. Une délégation de la BOAD avec sa tête Serge Ekwe était ce mercredi à la Marina. Les échanges avec le président Patrice Talon ont porté sur le financement des projets de développement au Bénin. L'opération. Et puis, je vous propose de suivre un extrait des propos du président de la BOAD. Nous avons évoqué quatre grands sujets. Le premier, je me suis permis de lui présenter mes condoléances en la qualité de président de la BOAD à titre plus personnel, suite au décès survenu hier de son directeur de cabinet. Je comprends que le président de la République et son directeur de cabinet avaient des relations proches. Il était donc important que je présente les condoléances au chef de l'État. Le deuxième point, j'ai remercié le chef de l'État d'avoir présenté ma candidature, de l'avoir soutenue, candidature à la tête de la Banque ouest-africaine de développement, et d'avoir su convaincre la conférence des chefs d'État, le président de la conférence des chefs d'État, de l'intérêt de ma candidature. Je l'ai donc remercié, c'était important. Nous avons ensuite discuté des modes de financement du développement, le sujet du renforcement des fonds propres de la Banque ouest-africaine de développement, qui est notre sujet clé. C'est le sujet majeur, principal. Il est important que la Banque ouest-africaine de développement soit mieux dotée en fonds propres et une colonne vertébrale plus solide, ce qui nous permettra de pouvoir aller lever des ressources beaucoup plus importantes sur les marchés financiers. Et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le bilan de la Banque ouest-africaine de développement est financé à hauteur de 70% par les marchés. Donc notre sujet, c'est le renforcement des fonds propres. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur le fait que c'était vraiment l'objectif numéro un qu'il fallait que nous arrivions à remplir, à atteindre très vite. Et qu'une fois que nous aurions atteint cet objectif, mis en ordre la maison, nous soyons à nouveau disposés à discuter de sujets de développement avec lui. Et nous nous sommes engagés, bien évidemment, à nous revoir dès que cette mission, cet objectif ambitieux aura été réalisé. La coopération est excellente, vous le voyez bien. Nous sommes ici à la maison. Les choses se passent très bien, les choses sont très fluides. Il y a une osmose très forte, bien évidemment, entre la BOAD et la République du Bénin. Alors, les sujets portent essentiellement, s'agissant de la coopération, portent essentiellement sur les sujets d'infrastructure, principalement sur le secteur souverain, mais il s'agit pour nous aujourd'hui, à la faveur du nouveau plan stratégique, de regarder ce que nous pouvons faire de plus et de mieux, également avec le secteur privé, les PME et les PMI. L'opération Espadon initiée par la Marine nationale se poursuit au cours de la deuxième journée ce jeudi. 3 navires étaient sur mer pour des parades. Voici le point de cette journée. Deuxième jour de la manœuvre Espadon initiée par la Marine nationale, 3 patrouilleurs en nation. Des navires qui sont soumis à un exercice d'évolution tactique. L'évolution tactique, c'est similaire à une parade navale. La parade navale, ça nous permet de faire déplacer de façon structurée et ordonnée un groupe de navires ou une flotte selon des schémas structurés, bien organisés, pour atteindre un objectif stratégique donné. Un scénario dont l'objectif est de montrer le savoir-faire et la technicité de plusieurs navires qui opèrent ensemble pour accomplir une mission. Ça permet de démontrer la technicité et le savoir-faire. Parce que c'est faire déplacer des navires de façon rapprochée, faire des schémas ensemble, présenter des figures qui sont jolies. Donc, ça demande un certain savoir-faire de travailler en distance réduite. Donc déjà la sécurité. Donc ça, c'est pour éprouver notre savoir-faire, éprouver nous-mêmes nos capacités à manœuvrer en proximité, en toute sûreté,
et nos capacités à travailler de façon synchronisée. Cette manœuvre prend fin ce vendredi par un exercice de sécurisation des plateformes pétrolières en mer. Après la dernière phase d'actualisation, le président du COS-LEPI et le régisseur général de l'ANT ont procédé mercredi dernier à la remise officielle des listes électorales aux maires de Commet. Suivez le compte rendu avec Jonas Bouti. Dernier virage dans l'établissement des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2021 au Bénin, la présente cérémonie marque un pas décisif dans le bon déroulement du vote, à en croire le secrétaire général du département du Mono. Nous nous sommes engagés, le processus est irréversible et j'espère qu'avec le concours de tout un chacun de nous ici présents, avec les différentes sensibilisations que nous ferons, nous allons passer cette étape dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, et nous irons aux élections présidentielles dans la quiétude, et ceci va grandir notre pays dans le concert des nations. La remise à bonne date de ces listes par la commission de supervision de la liste électorale permanente informatisée résulte du respect scrupuleux du calendrier électoral par le président du COS-LEPI. Notre présence à Commet tient dans le respect du calendrier électoral établi par la Sénat. Le mercredi 27 janvier, cette liste doit être publiée, affichée, transmise aux maires. C'est dans le respect du calendrier que nous sommes là. Nos techniciens sont déjà disponibles. Aussitôt à la fin de cette cérémonie, la même cérémonie aura lieu dans toutes les communes pour transmettre aux autres maires la liste pour le processus d'affichage. Cette cérémonie n'est pas à confondre à une nouvelle actualisation. Elle obéit aux dispositions de l'article 217 de la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Au vu des fiches d'inscription, de radiation, de modification et des décisions du Conseil d'orientation et de supervision, de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes, le régisseur général procède à l'actualisation du fichier électoral national. Les maires reçoivent du régisseur général copie des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote. Procès verbal de cette réception est fait et transmis au régisseur général. Le maire affiche le document imprimé sur le panneau des annonces officielles de la mairie et des bureaux de l'arrondissement. Cette commission de supervision de la LEPI en fin de mission marque la migration de la LEPI vers la LEI et son président a martelé que la commission ne restera pas devoir à aucun de ses agents. Il compte même démarrer les paiements dans les tout prochains jours. L'actualité en France, le vaccin du laboratoire français Sanofi ne sera pas prêt avant la fin de cette année, selon le groupe qui prévoit un transfert de site strasbourgeois vers celui dans le Val-de-Marne, ce qu'ont dénoncé jeudi dans l'après-midi des travailleurs de l'entreprise en Alsace. Quelques heures après la suppression de la mission parlementaire sur le Covid, la grande trouille des conséquences du reconfinement oblige le gouvernement à se souvenir de la démocratie parlementaire. Les décisions sanitaires doivent être prises et, en même temps, elles sont formidablement réductrices des libertés de se déplacer, de commerce, d'échanger. Et le garant des libertés, c'est le Parlement. Donc, Jean Castex annonce un débat au Parlement sur le reconfinement. Et maintenant, on apprend qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer le reconfinement dimanche soir. Ils nous prennent ouvertement pour des imbéciles. On sent une forme de procrastination, c'est-à-dire qu'on retarde, y compris en instrumentalisant le Parlement. Le Portugal, pays du secrétaire général de l'ONU, a enregistré hier de nouveaux records de contagion et de décès provoqués par le SRAS-CoV-2. Plus de 300 décès et plus de 16 000 cas supplémentaires en 24 heures. Les hôpitaux sont dépassés. Des hôpitaux au bord de la saturation et un nombre de cas positifs qui ne faiblit pas. Au cours des 2 dernières semaines, le Portugal a été le pays au monde ayant signalé le plus grand nombre de contagions et de décès dus au Covid-19 en rapport avec sa population. Seule l'enclave britannique de Gibraltar a dépassé le triste record portugais.
Clairement, les choses se passent très mal. Nous avons observé une croissance exponentielle des nouveaux cas et cela amène à de nouvelles hospitalisations qui, à leur tour, provoquent une pression gigantesque sur le service national de santé. Cette tension va sûrement durer plusieurs semaines. Cette recrudescence pousse les services hospitaliers à leurs limites. Les experts tablent sur un pic épidémique qui pourrait être atteint mi-février. Une projection qui fait planer le spectre d'un possible effondrement du système de santé. À l'hôpital militaire de Lisbonne, des centaines de soldats ont passé des semaines à transformer chaque espace disponible en salle Covid-19. Au cours des 9 premiers mois, nous avons triplé notre capacité. Mais avec tout ce qui s'est passé le mois dernier, nous avons été obligés de tripler ce qui était déjà une triple capacité. Un grand effort de notre part car nous avons dû mettre en place une opération à grande échelle pour faire face à toutes les demandes que nous avons reçues pour soutenir les hôpitaux de la région de Lisbonne. Le Portugal subit le double effet de l'assouplissement des restrictions de circulation et des rassemblements à Noël. Cette période a coïncidé avec l'apparition du variant anglais et sud-africain. Plus récemment, des experts ont reproché au gouvernement de ne pas avoir réagi plus rapidement. Les vols à destination et en provenance du Brésil, un pays ayant des liens étroits avec le Portugal, où une autre variante inquiétante a été détectée, ne seront interdits qu'à partir de ce vendredi. Face à la situation, le gouvernement a annoncé la limitation des déplacements à l'étranger. Sauf cas exceptionnel, pendant la prochaine quinzaine, les sorties de citoyens nationaux par voie aérienne, terrestre ou maritime seront limitées. Depuis le 15 janvier, les quelques 10 millions de Portugais sont soumis à un deuxième confinement général pour tenter de maîtriser l'explosion de cas de coronavirus. Et dans le reste de l'Europe, plusieurs pays sont en proie à des mobilisations contre les restrictions sanitaires. Parmi les manifestants, des professionnels de la culture, des restaurateurs ou simples citoyens. Suivez le point dans ce reportage. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'il était trop tôt pour lâcher du lest sur les restrictions en Europe. Aux Pays-Bas, des émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours. Les manifestants s'opposent à l'instauration du couvre-feu, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans la capitale pour protester contre les mesures imposées par le gouvernement afin de contrer l'épidémie. Les autorités ont notamment décidé de restreindre les déplacements entre les régions. En Italie, les restaurateurs sont descendus dans la rue pour crier leur mécontentement. Certains ont même décidé d'ouvrir clandestinement. Depuis le 14 janvier, un décret à 2 vitesses autorise les établissements situés en zone jaune à ouvrir, tandis que ceux situés dans les régions classées en zone orange ne peuvent servir les clients sur place. Dans la capitale autrichienne, des milliers de personnes ont défilé, la plupart sans masque, pour protester contre les conséquences économiques de la pandémie. Sur les banderoles, certains réclament le départ du chef du gouvernement, le chancelier Sebastian Kurz. En Bulgarie, des centaines de restaurateurs et patrons de discothèques ont défilé dans plusieurs villes contre la fermeture de leurs établissements. Ils estiment que la moyenne actuelle de 500 cas par jour dans le pays est suffisante pour alléger les restrictions. Outre le Sahel, Washington commence également à dévoiler ses stratégies au Moyen-Orient un peu plus d'une semaine après l'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche. Accord sur le nucléaire iranien, conflit au Yémen ou encore normalisation entre certains pays arabes et israéliens. L'administration semble réexaminer la doctrine de la précédente. La politique étrangère de Trump au Moyen-Orient remise en question par l'administration Biden. Mercredi, le nouveau chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a évoqué les nombreux changements à venir afin de rétablir des relations multilatérales. Premier objectif, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s'est retiré. President Biden has been very clear in saying that Le président Biden a été très clair en disant que si l'Iran venait à respecter pleinement ses obligations au titre de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis feraient de même. Et nous utiliserions cela comme une plateforme pour construire avec nos alliés et partenaires ce que nous avons appelé un accord plus long et plus fort pour traiter un certain nombre d'autres questions qui sont profondément problématiques dans les relations avec l'Iran. Mais nous en sommes encore loin. L'Iran a cessé de respecter ses engagements sur plusieurs fronts.
Cela prendra un certain temps pour eux de respecter de nouveau leurs obligations. Et il faudra aussi du temps pour que nous puissions évaluer s'ils respectent leurs obligations. Toujours à propos du Moyen-Orient, le bureau ovale a opté pour la suspension d'une vente d'armes à l'Arabie saoudite et de chasseurs F-35 aux Émirats arabes unis. Les deux monarchies du Golfe soutiennent militairement le gouvernement yéménite dans sa guerre contre les rebelles houthis. Une procédure de routine selon le département d'État américain qui souhaite examiner les objectifs stratégiques des armes américaines utilisées dans ce conflit. Un conflit qui a fait l'objet d'une décision importante de la part de Mike Pompeo juste avant son départ. Le 10 janvier dernier, l'ancien chef de la diplomatie des États-Unis a placé les rebelles houthis au Yémen sur la liste noire des organisations terroristes. Une mesure susceptible d'aggraver la situation chaotique dans le pays. Décision également réexaminée lundi par la nouvelle administration. Nous réexaminons un certain nombre de mesures qui ont été prises à la fin de la dernière administration. Nous voulons nous assurer que nous comprenons dans chaque cas le fondement des décisions qui ont été prises. Je me concentre particulièrement sur la question des sanctions contre les Houthis. Il est d'une importance vitale, même au milieu de cette crise, que nous fassions tout notre possible pour apporter une aide humanitaire au peuple du Yémen, qui en a désespérément besoin. Le président Biden souhaite en revanche garantir les accords d'Abraham et applaudit cette normalisation des relations d'Israël avec plusieurs pays arabes. Avec cette nouvelle diplomatie, Biden souhaite aller à contre-courant de la politique engagée par Donald Trump. L'objectif, rompre avec l'unilatéralisme afin de renouer avec certaines formes de dialogue au Moyen-Orient. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.